Samedi 3 août 2019, bonjour ou bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes dans le monde en 7, 2 parties pour cette émission. En première partie, nous allons parler du Togo avec cette question de candidature apolitique pour 2020. Est-ce que c'est la panacée? On invite à ce sujet le docteur Georges William Kwessan, président national du parti politique Santé du Peuple. Docteur Kwessan, bonjour. Bonjour, monsieur Niaoui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Au niveau de Santé du Peuple, avant d'aller dans le fond même du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, puisque vous avez sorti cette proposition qui fait énormément débat, la vision du parti pour une alternance pacifique et inclusive en 2020, c'est le pamphlet que je tiens en main. On va en parler en long et en large tout à l'heure, mais votre formation politique, on a vu cette formation très engagée dans les événements politiques que le Togo a connus depuis 2017. Aujourd'hui, comment vous portez-vous au niveau du parti? Quel bilan vous faites de tout ce qu'il y a eu? Merci Samuel. Et Jean, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'offrez encore de parler à travers vos ondes à nos frères, à tous les Togolais, à nos frères togolais. Et le bilan que nous faisons de ce parcours, vous savez, comme vous le dites, et le Parti Santé du Peuple a fait partie de toutes les grandes coalitions qu'il y a eu depuis son entrée sur la scène politique de notre pays. Et à travers la coalition Arc-en-Ciel, CAP 2015, la C14, etc., nous avons participé, nous avons eu la chance donc de participer à toutes ces grandes coalitions. Et le bilan que nous pouvons dresser aujourd'hui, c'est que de façon générale, ces regroupements de partis politiques qui se sont formés avec donc les difficultés que nous avons eues sur le terrain, n'ont pas comblé les attentes des Togolais. Ça, c'est le tout premier constat. Pas combler les attentes des Togolais. Et vous devez constater que chaque fois que ces coalitions se constituent, ça suscite énormément d'espoir au niveau des Togolais, au niveau de la population. Mais au finish, ça ne produit pas le résultat escompté. Et ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que il y a ce constat, mais que cela ne peut pas être imputé donc à une seule personne, cela ne peut pas être imputé à une formation politique. Cela, je pense que c'est un problème général. Donc, et pour tous les partis politiques, et qui doit être pris. Donc comme ça, de façon globale. Mais il faut dire aussi que le parti au pouvoir, vous savez que ça n'a pas toujours été facile, parce que nous avons en face un parti qui est au pouvoir depuis des années et qui manifestement ne veut pas partir. Donc ça ne facilite pas toujours les choses. Il y a donc des difficultés que nous rencontrons sur le chemin, et le pouvoir aussi qui ne dort pas. Et ça fait que, bon, l'opposition a connu toutes ces difficultés. Il y a certaines choses qui viennent de nous aussi. Cela, il faut quand même le reconnaître. C'est pas en grande partie? Je ne dirais pas que c'est en grande partie, mais je reconnais tout simplement que il y a tous ces éléments dont qu'il faut prendre en compte. Et maintenant, il y a lieu de réfléchir pour voir comment évoluer. Parce que ce que nous cherchons tous, à travers tous ces regroupements que nous avons eu à constituer, c'est l'alternance politique. Si tout cela n'a pas produit le résultat escompté, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas tout le temps rester sur place pour dire ça n'a pas marché, ou bien de chercher tout le temps à savoir qui est à la base, à la source de cela. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de chercher les moyens d'avancer. Alors, docteur Kwessan, le bilan que vous venez de faire, c'est clairement un aveu d'échec? Je ne dirais pas que c'est un aveu d'échec.
nous avons participé à des combats peut-être que nous avons perdus, Oui. mais nous n'avons pas perdu la guerre. Mais ça fait quand même beaucoup de combats perdus. Hein. Quand on fait la somme, il y en a énormément. Oui, il y en a énormément, mais ce ne sont toujours que des combats, puisque vous avez dit que ce sont des combats. Même si c'est plusieurs combats, ça reste quand même des combats. Oui. Et nous n'avons pas perdu la guerre. La guerre est là, donc il faut se préparer. Hein. Donc, pour gagner la guerre, perdre un combat, c'est pas bon, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que, in fine, on puisse gagner la guerre. Mais qu'est-ce qui a fait, par exemple, que cette dernière tentative de vous regrouper, parce que tout cela, c'est pour nous amener au sujet du jour, mais cette dernière tentative de vous regrouper n'a pas marché, alors qu'au début, beaucoup y ont cru, vous l'avez dit, tout le monde avait dit, et vous-même, tous ceux qui vous entouraient, les 13 autres avaient juré que cette fois, c'était la bonne, c'était la meilleure, ça allait aboutir. Oui, bon, c'est toujours difficile Il y a de revenir. trop d'ego, trop de calcul. Non, je ne veux pas accuser quelqu'un ici, mais je me suis rendu compte tout simplement qu'il y a beaucoup de divergences. Ces divergences peuvent être de différentes natures. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui au sein de l'opposition qu'il faut aller à l'alternance politique. Oui. Mais c'est le cheminement pour y aller qui diffère d'un parti politique à un autre. C'est la stratégie pour atteindre cette alternance qui diffère donc d'un individu à un autre. Et je peux dire tout simplement que ce qui s'est passé avec la coalition, nous en sommes tous comptables. Hein, nous en sommes tous comptables. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'agenda caché? Cela, vous savez, nous sommes en politique et on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. C'est valable pour tous les partis politiques. Hein, et nous devons... c'est ce que nous voulons que nous comprenions. Qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le Togo, c'est l'alternance politique que nous cherchons. Et qu'à des moments donnés, il faut essayer donc de mettre entre parenthèses, s'il y en a, donc ces agendas cachés, et de les mettre en parenthèse pour pouvoir évoluer vers l'essentiel. Alors, on en vient maintenant à cette proposition que vous avez faite lors de la conférence du 21 mai dernier, qui a été réitérée au cours d'une rencontre le 23 juillet dernier. Bon, je voudrais quand même, au niveau du pamphlet que j'ai amené, lire une phrase qui est très intéressante. Vous dites « Seule une organisation sérieuse de l'opposition pour la présidentielle de 2020 pourra constituer une voie de salut pour le peuple togolais. » Une organisation sérieuse. Est-ce que vous mettez cela en opposition à tout ce qu'il y a eu comme organisation avant, celle que vous proposez actuellement? Ça, je le dis, la main sur la conscience, oui. Oui. Parce que j'estime que même si les organisations que nous avons eues par le passé n'étaient pas... On ne peut pas dire que ce n'était pas sérieux. Il faut quand même dire que par rapport aux réalités qu'il y avait sur le terrain, ce n'était peut-être pas ce qu'il fallait faire par rapport aux réalités. On s'était bien organisé compte tenu de la volonté de chacun, mais on a oublié certaines choses essentielles. Ce sont des divergences profondes que nous avons au sein de cette opposition. C'est l'historique même de cette opposition qui ne nous permettait pas de mettre sur pied un certain nombre de stratégies que nous avons voulu malgré tout mettre sur pied. Je pense qu'il y a un peu une discordance entre la réalité qui était au sein de cette opposition et les stratégies qu'on mettait en place. Donc ce n'était pas que l'organisation n'était pas bonne, n'était pas sérieuse, mais il y avait une discordance entre cette organisation et les réalités au sein de cette opposition. Alors ça veut dire, in fine, vous êtes parvenu à la conclusion qu'avec les mêmes personnes, on ne peut pas faire mieux? On peut faire mieux avec les mêmes personnes, mais autrement. On peut faire mieux, mais autrement que ce que nous avons voulu faire jusqu'à ce jour. D'accord. Alors donc, vous faites 3 propositions qui sont intéressantes. Je vais lire les grandes lignes. La première, c'est une participation active de l'opposition aux élections locales. La seconde, le choix d'un candidat unique apolitique ne participant pas ou peu au débat politique en 2020. Puis une transition d'ouverture politique de 3 ans, 2020-2021, 2023. Alors sur la première, Dr Kwesson, une participation active de l'opposition aux élections locales, on l'a eu, mais on a vu le résultat aussi. Oui, effectivement, nous avons proposé une participation active de l'opposition aux élections locales comme premier point de notre sortie. Et cela avec quel objectif? Vous avez constaté avec moi que jusqu'à ce jour,
les délégations spéciales sont occupées, c'est-à-dire sont nommées par le pouvoir en place, et ce sont ces délégations spéciales qui occupent tout le territoire. Donc aujourd'hui, avant donc ces élections, on pouvait dire que tous les territoires étaient contrôlés, voilà, à la base, par le pouvoir en place. Donc nous avons dit qu'il fallait participer à ces élections. Bien que nous ayons la certitude que l'organisation n'était pas des meilleures, on s'était dit, quel que soit cette organisation, si on participe à ces élections, on allait avoir nécessairement des conseillers qui nous permettront d'avoir des mairies. Donc, on est parti de cette logique-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que le résultat, c'est-à-dire au vu du résultat général, ce n'est pas reluisant pour l'opposition, compte tenu de ce que nous avons. Mais si on compare donc ce que nous avons à ce qui était là hier, avant l'organisation de ces élections, c'est toujours quelque chose de positif parce qu'aujourd'hui, on a quand même des conseillers et l'opposition doit tout faire pour que le nombre de conseillers qu'elle a puisse lui donner le maximum de mairie que cela doit lui donner. Et donc, à partir de là, on ne peut pas dire que c'est totalement que c'est négatif, parce qu'aujourd'hui, au moins, on est arrivé à avoir des conseillers. Avec ça, on va avoir des mairies, et nous pensons que c'est mieux que ce qu'il y avait hier. Oui, mais vous avez clairement écrit pourquoi une participation active au local, c'est pour contrôler certaines communes et y limiter les velléités de fraude électorale du pouvoir. Mais aujourd'hui, quand je prends, peut-être, si on va ajouter l'élection du 15 août qui arrive, mais pour le moment, on a les résultats de 112 communes. Et même si on fait les élections au sein des conseillers municipaux, UNI pourrait en contrôler au moins 80. Oui, je suis d'accord. Mais, comme je l'ai dit, avant d'en arriver là, je dis, pour ce qui concerne ma proposition, la participation pour contrôler certaines communes et limiter les velléités de fraude du pouvoir. Si nous contrôlons des communes aujourd'hui, nous avons des mairies, nous pouvons contrôler. Nous pouvons donc limiter ces velléités de fraude du pouvoir lors de la présidentielle de 2020. Maintenant, pour ce qui concerne le résultat même, il y a beaucoup d'explications que l'on... mais justement, moi, c'est là où je dis, quand vous dites contrôler des communes, ça veut dire être maire. Oui, c'est ce que je dis. Oui, mais là, c'est dans très peu de communes que l'opposition peut mathématiquement être maire, à moins que UNIR décide de lui concéder cela. Non, il y a des communes où l'opposition peut être maire sans avoir... sans avoir besoin de... On appelle une dizaine de communes que l'opposition peut valablement contrôler. Oui, mais on aurait aimé avoir plus que ça. On aurait aimé avoir plus que ça. Et on pensait avoir plus que ça. Si l'organisation était... C'est-à-dire, on ne va pas revenir sur l'organisation. Pourquoi je ne reviens pas sur l'organisation? Parce que j'avais dit tout simplement qu'il fallait participer à ces élections, quelle que soit l'organisation. Donc, je n'ai pas... Je ne reviens pas sur l'organisation parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur cette organisation-là. On ne va pas y revenir. Mais je me dis, même si l'organisation est ce qu'elle est, aujourd'hui, vous dites qu'on pourra avoir une dizaine de mairies. C'est quand même quelque chose. C'est mieux que zéro que nous avons il y a de cela quelques mois avant l'organisation de ces élections. On pourra au moins être sûr. C'est pour ça que je dis il faut que l'opposition fasse tout pour avoir le maximum de mairies qu'il peut avoir avec les conseillers qu'elle a. Donc, il faut qu'on ait ces conseillers. Si c'est 10, au moins on sait que dans ces 10-là, on peut s'organiser de manière à limiter les velléités de fraude du régime donc en 2020 par rapport à ça. Mais lorsqu'on participe à une élection en 2019, une élection municipale, et qu'en 2020, on a une élection présidentielle, et les résultats de 2019 montrent que le pouvoir a le vent en poupe, il y a à se poser des questions pour 2020. Non, il y a à se poser des questions pour 2020, mais il y a beaucoup d'explications également à donner. D'abord, les élections locales ne sont pas des élections, c'est pas une élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est une seule circonscription. C'est-à-dire que tout le pays est une circonscription électorale. Première chose. Deuxième chose, les élections locales, les gens votent beaucoup plus pour des individus que pour les partis politiques. C'est vrai qu'il y a toujours l'influence des partis politiques, mais si vous êtes dans un quartier maintenant, vous avez eu à travailler dans ce quartier, à poser des actes, les gens vous connaissent, dans cette commune, les gens vous connaissent.
par vos dévouements, tout ça. C'est-à-dire qu'au moment de voter, les gens vont beaucoup plus voter pour vous que par rapport à l'étiquette que vous avez avec laquelle vous êtes arrivé. Donc il y a d'abord ce problème-là. Maintenant, au-delà de ça, il ne faut quand même pas perdre de vue. C'est vrai qu'il y a des problèmes au sein de l'opposition. C'était seulement pratiquement au lendemain de la dislocation de la C14 qu'on a participé à ces élections. Le temps qui a séparé la dislocation de la C14 de l'organisation des locales, ce n'est pas le même temps qui va séparer la dislocation de la C14 de la présidentielle de 2020. Ça, c'est également un autre élément dont il faut tenir compte. Maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup d'abstention. Il y a eu beaucoup d'abstention électorale. Parce que jusqu'à ce jour, cette abstention électorale peut être expliquée de deux manières. D'abord, parce que les gens se sont irrités contre l'opposition, compte tenu de cette dislocation-là. Et à n'en plus finir, qui devient récurrente. Cette dislocation qui devient récurrente. Les gens se sont irrités, la population s'est irritée contre l'opposition par rapport à ça. Mais il faut dire aussi que lors des derniers recensements, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup ne se sont pas fait enrôler. Et le temps qui va séparer donc ces locales de la présidentielle, je pense que nous devons faire un travail de fond pour que les populations reviennent en elles et comprennent qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mobilise pour que 2020 soit donc l'année de l'opposition, l'année du peuple togolais. Alors, seconde grande ligne du pamphlet, c'est le choix d'un candidat unique. Ça, on l'a entendu plusieurs fois au Togo, mais apolitique, et ça, c'est du nouveau, ne participant pas ou participant peu au débat politique en 2020. Docteur Keussan, ce qui est curieux, c'est que vous dites choix d'un candidat unique apolitique. Cette proposition vient d'un homme politique. Oui. Oui, c'est ça qui peut peut-être paraître contradictoire, mais avant d'être un homme politique, je suis togolais. Oui. Je suis togolais. Considérez cette proposition un peu comme venant d'un citoyen ordinaire. C'est quand même difficile pour nos journalistes de vous départir du citoyen ordinaire et de l'homme politique. Oui, mais avant d'être politique, je suis togolais. Je peux faire une proposition, tout simplement pour faire avancer les choses dans mon pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, avec l'expérience que j'ai eue au sein des différentes coalitions auxquelles j'ai eu à participer, je me suis rendu compte que il va être très difficile aujourd'hui de pouvoir dégager un candidat unique au sein de l'opposition sur lequel tout le monde va s'accorder et derrière lequel tout le monde va se ranger pour aller à une élection présidentielle. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que ça va être difficile. Donc, par rapport à ce constat, je ne vois pas pourquoi je dois m'évertuer à vouloir faire ce qui me paraît pratiquement impossible ou très difficile, parce que tout simplement je porte une étiquette. Ce serait un peu incompréhensible, vous êtes d'accord avec moi, que de m'évertuer à faire quelque chose, alors que je sais pertinemment que cette solution-là ne peut pas aboutir. Donc ça, c'est la première chose. Vous savez que les difficultés que nous avons eues, selon mes propres analyses, à dégager un candidat au sein de l'opposition, viennent peut-être généralement de deux choses. Les gens parlent d'ego, tout ça là. Bon, je le concède. Je le concède. Mais ce qui est important pour moi, aujourd'hui, c'est qu'il y a une réalité. Si vous êtes dans un regroupement politique, même si vous dites que vous êtes tous de l'opposition, vous êtes après tout des adversaires politiques. Clairement. Voilà. Étant donc des adversaires politiques, il est difficile pour les partis politiques, surtout les grands partis politiques, c'est-à-dire les partis qui ont plus d'audience, il leur est difficile de dire nous allons désigner un adversaire, un potentiel adversaire, comme candidat unique derrière lequel nous allons nous ranger. Le problème, c'est quoi? C'est que si vous le faites, il peut arriver que, au bout du processus, que cette personne, par son habileté,
par sa perspicacité et à travailler, peut arriver à bousculer la hiérarchie. Oui. C'est-à-dire que vous lui donnez, on peut considérer que vous lui donnez à peu près l'arme par laquelle il va vous dépasser. Donc, il y a également ce calcul qui est fait. Ça revient clairement au calcul d'ego. Oui, ça revient au calcul d'ego. C'est pour cela que nous disons que, puisque nous avons pensé que nous étions capables de dépasser ces calculs d'ego pendant des années, nous avons constaté aujourd'hui qu'il n'est pas possible de les dépasser, ces calculs d'ego. Il faut proposer une solution alternative. Il faut trouver donc une autre voie. C'est cette voie-là que nous appelons la voie de la candidature apolitique. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que un candidat apolitique, a priori, n'a pas de parti politique. Il est venu pour vous aider, pour faire un travail à un moment donné, et il va s'effacer. Nous avons vu le cas de Michel Kafando, par exemple. Bon, voilà. Donc, il est venu pour vous aider pour un travail donné, et après, il s'efface et il vous laisse faire. Donc, c'est a priori ça. Donc, son choix ne bouscule pas la hiérarchie au sein de l'opposition. Son choix préserve la hiérarchie au sein de l'opposition. Son choix conserve la hiérarchie au sein de l'opposition après le processus. Oui. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous, fort de ça, nous disons que nous devons aller vers le choix d'un candidat apolitique. Maintenant, la troisième raison, c'est que aujourd'hui, un candidat apolitique va apporter un nouveau souffle à l'opposition, du point de vue diplomatique et du point de vue matériel. Vous savez, nous avons constaté, et il faut le dire, que le pouvoir a souvent pris le pas sur nous sur le plan diplomatique. Il faut avoir le courage de le dire. Le pouvoir a pris le pas sur nous dans donc les tractations diplomatiques. Vous n'avez pas de carnet d'adresse, c'est ça? Nous n'allons pas aller jusque-là. Mais c'est un constat qui est là. Le pouvoir prend le pas sur nous. Le pouvoir, il a le pouvoir, hein. Oui, il a le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le pouvoir. Bon, donc, le pouvoir prend de l'avance sur nous. Maintenant, c'est pour cela que nous disons un candidat bien choisi, et ça a été même souligné, peut nous apporter un nouveau souffle du point de vue diplomatique. Et cela, le point de vue diplomatique, là, je le dis, ça, qu'est-ce que cela comporte? D'abord, le soutien diplomatique. Parce que nous avons toujours gagné les élections, mais nous ne sommes jamais arrivés à prendre les instruments de la gouvernance. Donc, il faut que cette personnalité, que soit une personnalité qui puisse avoir des soutiens au point diplomatique, mais qui puisse également en même temps utiliser ce soutien diplomatique pour exiger des conditions électorales acceptables. Ça, c'est la première chose. Maintenant, du point de vue matériel aussi, vous savez, il est souvent, et ce n'est pas souvent évident que pendant la campagne électorale, surtout dans la partie septentrionale, qu'on puisse aller dans les coins et recoins de notre pays. Il faut qu'on mobilise les moyens nécessaires. Parce que, c'est-à-dire, prendre le pouvoir nécessite des moyens. Financiers? Des moyens financiers. Ça, je le dis, peut-être depuis, j'étais un peu, je ne voulais pas peut-être faire sortir le mot depuis que j'ai fait cette conférence depuis le 21 mai. Mais à un moment donné, il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons besoin des moyens. Donc, il y a tout cela. Nous ne disons pas que la personne qui doit arriver doit être milliardaire nécessairement, mais que ce soit quelqu'un capable également de mobiliser des fonds pour que nous puissions faire une bonne campagne électorale, organiser une bonne vigilance électorale, arriver à réunir tous les procès-verbaux pour quand même apporter les preuves que nous avons gagné cette élection présidentielle de 2020. Donc c'est pour ces éléments, pour tous ces éléments-là que nous disons, nous devons aujourd'hui aller donc vers une candidature apolitique. Vous pensez que ce doit être aussi un candidat qui ne participe pas ou participe peu au débat politique? C'est important. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi cette personne ne doit pas être quelqu'un qui participe au débat politique? Parce que pour réussir ce que nous voulons, il faut que cette personne ait deux caractéristiques principales, ait deux qualités principales. La première, c'est que cette personne doit pouvoir rassembler. Et la deuxième, c'est que cette personne doit montrer qu'elle est désintéressée. Rassembler, pourquoi? Parce que nous prévoyons de faire une transition politique.
nous prévoyons de faire une transition politique. La transition politique, certains qui ont lu le document m'ont demandé, mais si nous sommes arrivés, parce que si vous suivez bien, la transition viendra après l'élection présidentielle que nous aurons gagnée. Mais on dit, mais pourquoi organiser une transition encore alors qu'on a déjà gagné les élections, on peut gouverner? Et nous répondons que cette transition, d'abord en elle-même, le projet d'une transition participe d'abord de l'alternance politique. Parce que c'est un élément de l'alternance politique. Et ensuite, après cette alternance politique, ça va baliser la voie à une alternance stable, réussie, génératrice de développement durable. Maintenant, il faut que donc cette personne puisse être choisie de manière à ce que cette personne puisse rassembler. Parce que la transition que nous prévoyons, c'est une transition d'ouverture politique qui ne va exclure personne. Toutes les sensibilités du pays vont être dedans, et y compris le pouvoir en place aujourd'hui, l'armée togolaise, qui est une entité importante et respectable, dont nous devons tenir compte. Vous êtes d'accord? Donc, il faut que cette personne ait la qualité d'un rassembleur. Alors que, si la personne participe au débat politique, nous avons dit dans notre conférence du 21 mai que cette personne doit être quelqu'un qui est acquis à la cause, c'est-à-dire dont l'engagement pour la cause défendue est connu. Oui. Donc, si cette personne est une personnalité dont l'engagement pour la cause défendue est connu, ça veut dire que la personne est pour l'alternance politique. Et cette personne-là, si elle doit participer au débat politique, c'est qu'elle doit avoir elle a eu certainement à affronter plusieurs fois le régime, oui. Donc de façon verbale. Donc, cette situation ne permet pas d'avoir ce caractère de rassembleur en réalité. Nous, les politiques, aujourd'hui, nous avons eu à critiquer le régime plusieurs fois. Donc, à un moment donné, c'est-à-dire qu'on ne peut plus présenter ce caractère de rassembleur. C'est pour cela que nous disons qu'il faut choisir quelqu'un qui ne participe pas au débat politique. Il y a d'autres apolitiques. Pourquoi nous avons fait cette proposition? Il y a d'autres apolitiques dans le pays, oui, qui peuvent également jouer ce rôle. Mais pour avoir pris part plusieurs fois au débat politique, le pouvoir les a étiquetés comme étant des opposants. Oui. Voilà. Oui. Donc, il faut également que tout cela, hein, on considère que c'est ensemble. Donc, on va les mettre de côté et on va choisir quelqu'un qui ne participe pas ou qui participe très rarement au débat politique. Donc, c'est pour cela que nous avons dit, il faut que ce soit quelqu'un qui convienne à l'opposition, mais qui soit acceptable, plus ou moins acceptable par le parti. C'est justement sur ce point que je voudrais vous interroger, docteur Kwesand. Quand vous décrivez cette personne-là, on a l'impression que le caractère rassembleur, ce n'est pas seulement pour l'opposition, mais également du côté du pouvoir. Mais c'est ça le plus important. En fait, c'est un adversaire que vous suscitez pour le pouvoir. Pourquoi vous voulez que le pouvoir se retrouve dans la personne? Non, ce n'est pas que le pouvoir se retrouve dans la personne. Justement, on ne va pas aller demander au pouvoir, est-ce que vous êtes d'accord avec celui que nous avons choisi? C'est nous qui l'avons choisi. Oui. Mais il peut arriver à un moment donné que le pouvoir dit, bon, lui là, on ne l'aime pas beaucoup, mais bon, on peut, ça peut aller. Bon, donc vous voulez que le pouvoir avalise votre candidat? Non, c'est ça? Justement, pas que le pouvoir avalise notre candidat, parce que nous n'irons pas demander au pouvoir, est-ce que vous êtes d'accord avec ce candidat? Mais à des moments donnés, s'il faut vraiment prendre une décision, parce que, vous savez, nous avons dit, aujourd'hui, il y a alternance en RDC, parce qu'à un moment donné, il y a eu un certain Tshisekedi que Kabila a accepté plus ou moins. Voilà. Donc ce n'est pas... Vous ne voulez pas de Fayoulou, d'un Fayoulou? Je ne vais pas dire ça, mais je dis tout simplement qu'à un moment donné, il faut qu'on ait quelqu'un qui puisse quand même rassurer également le camp d'en face. Le camp d'en face, c'est important. Nous avons un pouvoir qui a fait 50 années au pouvoir, qui a un régime qui a fait 50 années au pouvoir. Il ne faut pas l'oublier et qui a les pieds sur terre. Il ne faut pas se voiler la face, il faut être réaliste. C'est pour cela que nous faisons donc cette proposition-là. Alors, la personne que vous venez de décrire, c'est bien, hein, quand on imagine, c'est très bien, mais est-ce que vous ne décrivez pas Jésus? Non. C'est pour vous dire, est-ce que vous ne décrivez pas quelqu'un d'impossible? Non. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dedans? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Quelqu'un qui ne participe pas au débat politique. Il y a plein de personnalités togolaises dont en offre, quand vous discutez, qui sont pour l'alternance politique, mais qui ne participent pas au débat politique. Il y en a plein. Je ne vois pas ce qui est difficile dans ça. Moi, je vous dis,
je pouvais vous citer des gens. Je peux vous citer des gens. Oui. Parce que, avant de proposer, il faut quand même avoir des idées sur certaines personnalités. Mais je ne le dirai pas. Pour qu'on ne dise pas que je fais de la publicité pour quelqu'un. Moi, avant de proposer ça, j'ai des idées. Au moins 3 personnes. Je peux vous citer 3 personnes qui peuvent remplir aisément ces critères-là. Oui, ce n'est pas difficile. C'est pour ça que quand les gens disent, comment on dit souvent, l'oiseau rare, je dis, mais ce n'est pas un oiseau rare. Il y en a plein qui peuvent remplir ces conditions-là. Qui vient, cette personnalité, elle vient d'où? Elle vient de la société civile, elle vient de la diaspora, elle vient d'où? Elle peut venir de n'importe où. De l'éminence grise? Oui, mais de façon générale, quand je le fais, je pense à l'éminence grise. Quand je le fais, je pense peut-être à des Togolais qui bossent dans les institutions internationales. Je pense à des Togolais qui sont ici, mais qui se sont illustrés par leur niveau intellectuel et par leur capacité à se gérer, à gérer les choses de la cité. Il y en a, on peut en trouver. Donc, ce sont ces personnes-là dont nous parlons. Et ça peut être de la diaspora, en sachant très bien que si la personne est de la diaspora, il faut que la personne réside ici, parce qu'il y a une condition de résidence dans la Constitution. Voilà, donc il faut que cette personne puisse résider ici pour remplir donc cette condition. Alors ça veut dire clairement la personne dont vous parlez est déjà sur le territoire togolais, normalement. Si ça doit venir de la diaspora, c'est que la personne est déjà sur le territoire togolais. Pour répondre à ces exigences-là. Alors, un autre point concernant la personne, concernant votre proposition, c'est que cette personne, si elle est élue en 2020, va ouvrir une phase une gouvernance de transition. Pourquoi vous pensez qu'il est impératif d'entrer en transition? Oui, c'est ce que je dis. On doit faire une transition dans notre pays, parce que nous l'avons dit, on ne peut pas passer immédiatement de 50 années de monolithisme politique à une vie politique normale. Ce n'est pas possible. On ne peut pas passer brutalement du jour à la nuit. Quand il y a la nuit, ou bien le jour, quand il y a la nuit, pour passer au jour, il y a l'aube. Il y a l'aube. D'abord, c'est quoi une transition? Je ne sais pas. C'est une période, je peux dire que c'est une période, ou bien c'est un intervalle de temps qui relie 2 périodes institutionnellement différentes. Donc, au cours de laquelle il y aura donc le passage, ou bien il y aura la disparition progressive. On va organiser des réformes profondes, c'est-à-dire il y aura un calendrier qui n'est pas un calendrier classique, traditionnel, donc qui va aboutir sur des réformes profondes, et le tout qui doit aboutir à ce qu'il y ait la disparition progressive des symboles, ou bien des symboles du premier système, qui seront remplacés progressivement par ceux du système qui doit venir. Mais donc, nous disons, on ne peut pas passer brutalement du jour à la nuit. On ne peut pas passer brutalement du chaud au froid. Il faut, ou bien du froid au chaud. Il faut quand même qu'il y ait une transition au cours de laquelle on va organiser une adaptation progressive, et au cours de laquelle on va faire des réformes profondes qui vont aboutir donc, comme je l'ai dit, à la disparition progressive des vestiges, à la disparition progressive des symboles de la première période, ou bien de la période d'avant, et qui seront remplacés progressivement, donc, et vont aboutir à l'installation progressive des symboles donc, de la période d'après. Ce sur quoi on peut s'interroger ici, c'est la durée de la transition. Vous proposez 3 ans. Est-ce que mathématiquement c'est réalisable? Je vais vous donner l'exemple d'Adama Barrow, qui est arrivé au pouvoir en Gambie pour 3 ans. Et tout récemment, Adama Barrow a eu cette phrase que j'ai eu le temps de noter. Il a dit, on ne peut faire aucune réforme sérieuse et profonde en 3 ans. Oui. Vous savez, quand on me parle de la durée, je réponds tout de suite, ce n'est pas ça le plus important. Dans ce que j'ai dit, ce n'est pas cela le plus important. En réalité, la durée qui est mise là-bas, vous savez qu'il y a ce que nous appelons, ou bien moi-même j'appelle dans mon jargon, dans mon jargon, il y a ce que j'appelle les candidats naturels. Je dis,
Ces candidats naturels, pour la plupart, ce sont des sexagénaires, ce sont des septuagénaires. Pour qu'on leur fasse accepter cette proposition, il ne faut plus leur perdre trop de temps. Moi, c'est ça. Cela ne veut pas dire aussi qu'il faut confondre la vitesse et la précipitation. En fait, docteur Cresson, vous êtes en train de dire que je veux parler comme vous. Ma proposition, je la fais, ce n'est pas au peuple que je pense, mais c'est assez sexagénaire, assez septuagénaire là. Non, il faut tenir compte. Pour qu'ils acceptent. Non, il faut tenir compte de tout le monde. Est-ce que ce peuple n'est pas le plus important? On se fout qu'il soit septuagénaire, mais si on se fout qu'il ne soit pas président demain. Je suis d'accord. C'est qu'on ait quelqu'un qui pense à ce pays. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que si vous le faites comme ça, vous aurez un résultat? Moi, la durée, ça ne me dit rien. La durée ne me dit rien. On peut même proposer une transition de 10 ans. Ça ne me dit rien. Le problème, c'est que vous dites aujourd'hui, c'est le peuple dont on doit tenir compte. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut en tenir compte du peuple. Il y a plusieurs manières de tenir compte du peuple. Je peux dire, je tiens compte du peuple et noyer le peuple. Parce que je tiens trop compte du peuple et je le noie. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Que de tenir compte de ce peuple-là, de tenir compte également des autres pour peut-être faire en sorte que la chose puisse évoluer. J'ai proposé 3 ans. J'ai dit ce document, c'est mon idée, c'est à parfaire, c'est à améliorer. C'est pour cela que je demande à mes amis de l'opposition qu'on puisse se voir pour parfaire cela. Si on s'assoit, on se rend compte que les 3 ans, ce n'est pas réalisable. Ou même, parce qu'il y a même, avant de penser à la durée, il y a un problème constitutionnel qui va se poser. Parce que la personne sera élue sur un mandat de 5 ans. Et maintenant, pour passer à 3 ans, il faut voilà, c'est un problème. Donc, il faut d'abord qu'on s'asseye pour voir s'il y a un mécanisme. Moi, j'en ai un. La personne démissionne. Voilà, j'en ai un. D'autres peuvent proposer d'autres. D'autres peuvent dire non, ce n'est pas possible. Tout cela, on va en prendre acte au cours donc de cette assise-là. On en prendra acte. Et s'il advenait que on se rend compte qu'on ne peut pas faire une transition de 3 ans et que ça ne peut être qu'un mandat, c'est-à-dire une durée normale d'un mandat, mais transformé en mandat de transition, on avisera. Et donc, ceux dont je parle là verront également que nous sommes devant une situation que nous ne pouvons pas tenir et ils en prendront acte. Mais aujourd'hui, il faut quand même qu'on ait une transition et on ait une durée écourtée pour que ceux qui sont donc dont je parle là et puissent accéder facilement à cette demande. Alors comment vous trouvez cette personne? C'est au cours d'une assise, c'est des primaires que vous organisez? Comment vous faites pour trouver cette personne dont vous parlez? Non, moi l'idée que j'ai, on peut s'asseoir et puis bon, on fait des propositions. On fait des propositions. Dans un premier temps, on fait des propositions. Si au cours des propositions, un nom revient souvent, ça, on peut considérer que c'est acquis. Si au cours des propositions, il y a différents noms, on verra en interne comment faire pour choisir cette personne-là. On verra en interne comment faire pour choisir cette personne. Alors, docteur Cresson, je l'ai dit, votre proposition, elle est peut-être différente en ce sens que vous parlez d'une personnalité apolitique, mais beaucoup avaient déjà fait des propositions sur des candidatures uniques. Aujourd'hui, pour ce qui concerne votre proposition, quelles sont vos raisons d'y croire? Pourquoi vous y croyez? Pourquoi vous pensez que c'est la meilleure option? Oui, au fait, pour ce qui concerne le test même, vous avez vu, nous avons fait des propositions. Nous avons proposé une candidature apolitique. Et je vous ai dit que cette personne doit être, donc, comme je l'ai dit, doit pouvoir rassembler. Doit pouvoir rassembler. Et deuxièmement, nous avons fait la proposition d'une transition démocratique et nous venons de dire que cela participe même de l'alternance politique. Parce que le projet de transition va faire que quand on va rentrer dans cette transition, il y aura toutes les sensibilités de notre pays qui seront associées et qui progressivement
donc va mettre sur pied une véritable alternance. C'est pour ça que nous avons mis alternance inclusive. A priori, ça paraît bizarre. Une alternance inclusive, ça paraît bizarre, puisque l'alternance suppose que vous prenez le pouvoir, quelqu'un vient, quelqu'un s'en va. Nous avons dit inclusive et nous avons mis inclusive entre guillemets. C'est pour dire tout simplement que l'alternance inclusive, c'est pour dire tout simplement que c'est le processus qui doit conduire à une véritable alternance génératrice de développement durable pour notre pays. C'est un processus qui doit être inclusif. Donc, d'abord, la proposition même, je pense qu'elle porte les germes de sa réussite. Oui. D'abord, ça. Maintenant, au-delà de ça, vous savez qu'il y a d'autres éléments. Nous venons donc d'organiser les locales. On aurait aimé avoir plus de conseillers pour avoir plus de mairies. Et vous imaginez, si par exemple on était arrivé à avoir peut-être ne serait-ce que 50% donc, de ces mairies, ce que cela peut donner aujourd'hui comme confiance pour aller à cette présidentielle. Mais nous avons ce que nous avons, ça permet déjà de limiter. Donc c'est la première présidentielle à laquelle nous allons participer après des locales, après l'organisation des locales qui nous donne une certaine assise à la base. C'est la première présidentielle à laquelle nous allons participer après les réformes politiques. Nous avez vu en 2010 et en 2015, on a participé à l'élection présidentielle, à ces deux élections présidentielles, avec la promesse venant de l'extérieur que non, calmez-vous, juste après les réformes, après la présidentielle, on va vous faire les réformes seront choses faites, tout ça. Donc les populations sont allées à ces élections avec espoir que juste après ces présidentielles-là, les réformes seraient choses faites. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce que les réformes sont faites et ces réformes ne sont pas conformes à la volonté du peuple togolais. Donc le peuple doit comprendre aujourd'hui que il n'y a plus de promesses pour quoi que ce soit et que la seule issue que nous ayons aujourd'hui, c'est que nous devons nous mobiliser pour aller à cette présidentielle, nous battre pour prendre le pouvoir et faire les réformes qui nous conviennent. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la première élection à laquelle nous allons participer, la première présidentielle à laquelle nous allons participer après les événements du 19 août. Oui. Il n'y a jamais eu de 19 août dans notre pays. Maintenant, avec le 19 août, vous avez constaté que toute la communauté internationale a connu en réalité ce qui se passe au Togo. Même les alliés du pouvoir ont tremblé avant de chercher donc les moyens pour circonscrire le problème et pour stabiliser les choses. Mais aujourd'hui, ils y sont toujours sensibilisés. Oui. Ce qui fait que si, dans ces conditions, l'opposition participe à une élection et l'opposition arrive à réunir réellement toutes les preuves de sa victoire, l'opposition sera mieux écoutée aujourd'hui qu'il y a quelque temps. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que c'est la première élection à laquelle nous allons participer après l'émergence du PNP. Parce que nous avons estimé que avec l'émergence du PNP, il y a un préjudice électoral qui est causé au pouvoir en place. Parce qu'il y a des villes aujourd'hui qui ne sont plus acquises, entre guillemets, au régime en place, et qui, en 2020, avec l'appel du PNP, ces villes voteront nécessairement pour l'opposition. Donc, c'est un élément important dans ce processus électoral. Après cela, nous disons que c'est la première élection à laquelle nous allons participer après que le président Faure Gnassingbé a acquis une immunité constitutionnelle. Vous savez qu'avec les réformes du 8 mai dernier, il y a aujourd'hui une immunité constitutionnelle au chef de l'État. Donc nous disons que fort de cette immunité constitutionnelle, si nous arrivons en 2020 à acculer donc électoralement le régime avec les preuves à l'appui, il sera moins difficile, c'est-à-dire il pourra moins difficilement céder qu'il y a quelque temps. Fort donc de cette immunité constitutionnelle-là, il pourra moins difficilement céder. Pourquoi j'ai dit moins difficilement? Parce que je pouvais dire plus facilement. Oui. Mais j'ai dit moins difficilement parce que je préfère utiliser le mot difficile que facile, parce que je sais que ce ne sera pas facile. Maintenant,
La 6e raison, comme je l'ai dit, c'est que ce sera la première élection, si la proposition est acceptée, ce sera la première élection à laquelle nous allons participer avec un candidat apolitique. Oui. Et la 7e raison, ce sera la première élection à laquelle nous allons participer avec le projet d'une transition politique, bien sûr a posteriori, mais avec le projet donc d'une transition politique. Donc, ce sont ces éléments qui nous font dire que aujourd'hui, la présidentielle de 2020 peut être considérée comme une élection particulière. Et je le dis pour faire acquérir mes amis, pour faire acquérir la population. Donc, je vais faire ressortir ces éléments pour les acquérir donc à cette proposition. Et justement, vous le dites si bien, comment c'est accueilli au niveau de vos anciens amis, de toute la classe, qu'elle soit politique ou la classe sociale, comment c'est accueilli? Pour le moment, pour ce qui concerne, parce que je suis politique, j'ai le devoir de taire au maximum ce qui se passe dans le monde politique. Oui. Mais pour ce qui concerne la société civile, c'est une proposition qui a été très bien accueillie. Très bien accueillie. J'ai eu beaucoup de retours encourageants. Et vous avez appris que la dernière fois même, il y a eu une délégation de la diaspora ghanéenne qui était venue nous rencontrer le parti pour non pas pour nous féliciter, mais pour nous dire qu'ils ont pensé que c'est une proposition qui peut donner quelque chose. Mais c'était surtout pour nous dire, aller vers les autres, que cela ne reste pas au stade de simple déclaration, aller vers les autres pour que cela puisse produire quelque chose. Vous allez maintenant prendre votre bâton de pèlerin? J'avais déjà dit qu'il y a donc d'abord le document a été transmis à tous les partis politiques et avec donc en même temps la demande d'une entrevue. Et permettez-moi de réserver pour le moment l'évolution de la chose. Le moment venu, on fera un bilan. Docteur Kwessan, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que je voudrais faire comprendre à tout le monde et à tout le peuple togolais, y compris à moi-même, que 2020, c'est une année que nous ne devons pas rater. Nous devons tout faire pour que nous puissions avoir cette alternance en 2020. Mais une alternance qui ne laissera ni vainqueur, ni vaincu. Et que nous puissions, c'est-à-dire cela puisse produire le vivre ensemble, donc par la suite. Docteur Georges William Kwessan, merci d'être passé dans cette émission. C'est nous qui vous remercions. Président du parti Santé du Peuple, parti de l'opposition togolaise. On va marquer maintenant la pause, on regarde le journal et on se retrouve après pour la seconde partie de cette émission.